Paris Radio Show. Audio, musique, podcast. Bienvenue dans cette conférence, après la brillante première partie à laquelle on a eu le plaisir d'assister. Je m'appelle Michel Collin, je suis consultant. Ma spécialité, c'est d'aider les stations de radio à générer des revenus. C'est ce qu'on dit pour les radios associatives. Et quand on parle de radio commerciale, c'est de développer du business et de vendre de la pub. Mais là, on va rester dans le domaine associatif. J'ai le plaisir de vous présenter, alors je vais commencer par Émilie quand même, Émilie Blankert, qui développe des formations aussi pour aider les radios associatives à générer des ressources. Elle va nous expliquer sous quel angle. Elle le fait avec la Skol Radio. Christophe Mercier, qui est à côté de moi, qui est le président de Vosges FM. Bonjour. Qui s'est distingué dans sa manière de développer des sources de revenus pour ces radios, parce que tu as d'autres radios. Et puis Brian, son nom de scène, qui travaille pour la radio associative Graphite, mais qui surtout est en train de développer une régie publicitaire, une régie pour représenter les radios associatives à l'échelle de toute la France, ce qui est un pari audacieux parce que d'autres s'y sont frottés avant. Voilà, donc le sujet et ce qu'on va essayer d'échanger aujourd'hui avec vous, c'est comment générer des sources de revenus, quelles qu'elles soient pour votre radio associative. Et on va éviter le débat de savoir si c'est bien ou si c'est pas bien de diffuser de la pub ou pas diffuser de la pub, parce qu'on va voir que d'abord il y a plein d'autres sources de revenus que de la publicité pure. On va pas rentrer dans ce débat-là. On va se concentrer sur comment on peut vous aider à générer des sources de financement, voilà, on peut le dire de cette manière-là, c'est peut-être un peu plus soft, avec si possible des exemples. Donc voilà, je vous propose en fait d'avoir un petit peu trois étapes dans cette discussion. Peut-être on va commencer avec Émilie aussi, parce que le premier problème que moi j'ai identifié en travaillant avec des radios associatives, c'est un problème de ressources humaines. De ressources humaines et aussi un peu de philosophie, mais on va essayer de pas trop développer cet aspect-là. Mais la ressource humaine, c'est un vrai problème parce que, en général, quand il s'agit de développer des revenus, moi, les radios associatives que je rencontre, elles me disent « Ah ouais, mais nous, on n'a personne pour s'en occuper, on ne sait pas faire, et donc, on fait rien. » Voilà. Et les choses n'avancent pas. Et je pense que le préalable, c'est vraiment d'avoir des gens, des ressources humaines, d'une manière ou d'une autre, qui sont capables de s'occuper de cette génération de revenus. Je pense personnellement que c'est quelque chose qui est incontournable. C'est-à-dire pour moi, que votre radio soit associative, commerciale, communautaire, peu importe, parce que je travaille aussi beaucoup, certains le savent, dans des pays africains, c'est de négliger l'aspect génération de revenus, c'est une aberration pour moi. Donc, que votre radio soit associative ou commerciale, oui, vous devez faire un bon programme à l'antenne pour avoir des auditeurs. Oui, vous devez faire aussi un bon marketing pour faire en sorte que vous soyez connu, parce que si vous causez dans le poste et que personne sait que vous existez, ça n'a aucun intérêt ce que vous faites. Donc, il y a cette alchimie, ce marketing mix qui passe aussi par la génération de revenus. Et moi, ce que j'observe, c'est que dans les radios, il y a plein d'animateurs, il y a parfois plein de journalistes, il y a des techniciens, il y a plein de monde, mais il n'y a personne pour aller chercher de l'argent. Ça me paraît hallucinant. Voilà. Et ça, c'est à mon sens un problème de base. Alors, on va parler un peu de ce sujet-là, si vous voulez bien, pour commencer. Et puis après, on échangera avec Christophe et Brian sur des ressources, on va dire, traditionnelles. Les 20%, la coproduction de programmes, les choses assez classiques qui rentrent tout à fait dans le cadre législatif. Et puis dans la dernière partie, je vous propose d'explorer toutes les nouvelles sources de revenus qui vont évidemment vous amener du côté du digital et
très probablement, qui vont vous permettre de sortir du cadre du FSER et de générer des revenus qui ne vont pas impacter votre problématique FSER, et voire même peut-être pas impacter du tout l'antenne, parce qu'il y a des sources de revenus qui peuvent très bien être hors antenne. Voilà, c'est un peu le programme que je vous propose. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas, levez la main, intervenez. Comme ça nous permettra d'échanger. Alors, je vais peut-être donner la parole à Émilie. Peut-être est-ce que tu peux nous donner ton point de vue et puis d'abord expliquer un petit peu ce que tu fais et ce que tu as proposé comme module de formation à la SCOL. Eh bien, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Émilie Blancaer et je vais commencer en effet par vous présenter pourquoi je suis là et ce que je fais au quotidien. Je suis consultante et formatrice en collecte de fonds privés et j'accompagne principalement les porteurs de projets culturels dans l'organisation, parfois d'un événement, mais aussi dans la collecte des fonds privés. Et au hasard de mes activités, j'ai rencontré la SCOL Radio, qui est notre école pour former nos futurs journalistes aux médias radio, qui est basée au sud de Rennes, lors d'une formation tierce. Et puis, on est devenus partenaires depuis maintenant 1 an. Et j'accompagne toute radio associative, porteur de projets de ces radios, à venir se former à la diversification des ressources qui vont reposer principalement par un mot que vous entendez certainement souvent, qui s'appelle le mécénat. Qu'est-ce que le mécénat? Comment on se lance? Et comment on s'organise, notamment au niveau des ressources humaines. Et alors, j'ai beaucoup de partenaires. J'évolue en Bretagne auprès de tous les porteurs de projets culturels qui sont intéressés. Et on est dans différents médias, mais aussi patrimoine. Et la notion des ressources humaines, c'est en effet une question qui se pose assez rapidement. Mais pour répondre clairement, j'y réponds aussi très rapidement parce qu'on est dans le comment. Et avant de penser au comment, il faut d'abord parler du quoi et du pourquoi. Et on sait la radio associative est limitée dans ses fonds privés. Par contre, grâce au SNRL, grâce à Jet FM qui est à Nantes, les radios associatives aujourd'hui sont reconnues comme étant de caractère culturel et sont donc éligibles au mécénat. Et à partir du moment où on peut faire appel à la générosité du public, aux entreprises, comment on s'organise, certes, mais déjà pourquoi on va les voir et quel est le besoin. Donc c'est tout le job de ces formations, qui sont surtout des travaux participatifs qui durent 3 jours, où ensemble, on va se poser les bonnes questions. Et la RH, elle arrive en fait plutôt à la fin, c'est-à-dire le comment, parce que on n'est pas tous en phase avec la relation de mécénat. On a parfois peur de se faire dominer par un méchant mécène, on a parfois peur de se rapprocher aussi du monde économique quand on est associatif. Et il y a un énorme boulot de désacralisation. Et quand on arrive au comment, qui fait quoi, les choses deviennent beaucoup plus claires. Et alors des réponses, il y en a plein, mais il y en a une qui est fondamentale. C'est vrai que les services de diversification n'existent pas forcément dans le média radio, mais je dirais dans la culture d'une façon générale. On commence tous à se professionnaliser. Mais il y a une ressource humaine extraordinaire qu'on oublie souvent, ce sont nos bénévoles. Et ça, c'est une des solutions. C'est communiquer, transmettre, former, accompagner nos bénévoles aussi, qui sont des voies pour aller accompagner la diversification des ressources. Mais des solutions, il y en a plein d'autres. Alors, je vais donner la parole à Brian. Toi, tu es l'exemple de quelqu'un qui a développé une radio associative et puis à un moment donné, il a fallu que tu ailles au charbon pour chercher de l'argent et tu es confronté à cette problématique de ressources humaines qui généralement se traduit par beaucoup de polyvalence, on doit tout faire. Comment toi, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une radio associative qui commence à se préoccuper du développement de ses revenus et comment trouver les bonnes personnes, peut-être, c'est ça? Nous, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a perdu des subventions de fonctionnement de la part du département et de la part de la région, à la grande fusion des régions. Donc, il a fallu un peu réfléchir à comment on allait trouver de l'argent. Donc, ce qu'on a fait surtout, c'est qu'on a réfléchi à qu'est-ce qu'on faisait gratuitement, puisque comme avant, on avait des subventions, on se disait qu'on pouvait les faire gratuitement, notamment l'éducation aux médias. On travaillait avec des scolaires, avec des centres aérés. En général, on ne faisait jamais payer. On sentait pas trop légitime à faire aussi payer certaines choses. On savait pas. Enfin, moi, j'ai pas fait une formation. Je suis arrivé à 16 ans à la radio. J'ai appris vraiment le métier de la radio dans la radio. Donc, j'ai eu une légitimité qui est arrivée très tard, où je me suis dit c'est bon, je peux aller former des gens. Donc, je pense que c'est ça. Il faut surtout se remettre un petit peu en question, mettre à plat nos acquis, réfléchir sur quels aspects on va aller travailler. Donc, nous, très vite, on est parti sur l'éducation aux médias. Aujourd'hui, ça représente 20%. Si on fait notre budget, on va dire 100 000 euros, ça représente 20 000 euros en éducation aux médias.
On a commencé à développer la communication. Alors, on parle de pub. Alors, excuse-moi, parce que peut-être avant de développer un peu les idées qui ont généré de l'argent, ma question, c'est comment une radio associative qui n'a personne pour justement prendre en charge cette activité, comment choisir, qui choisir. Je voudrais juste prendre, peut-être avant de te redonner la parole, un exemple de Michael Lassen qui devait être avec nous, mais qui malheureusement n'est pas là, et qui, lui, a trouvé, a fédéré, a mutualisé en fait autour de quelques radios dans le Poitou. Et il se trouve que voilà, dans chaque radio, il y a quelqu'un qui peut localement intervenir et peut-être représenter la radio d'à côté. Et donc, en mutualisant un peu, on arrive déjà à commencer à développer une forme d'organisation qui peut générer des revenus. Mais vraiment, sur le problème humain, qui fait quoi, quel est le bon profil dans une radio associative? Les bénévoles dont tu as parlé, Émilie, c'est bien, mais ça a des limites, les bénévoles, quoi. Et quand il s'agit de professionnaliser, là, il y a un problème. C'est bénévole professionnel, c'est pas facile. Ouais, chaque radio est vraiment très différente dans son fonctionnement. C'est un peu un souci. C'est aussi une force, mais notamment nous, chez Graphite, on a un CA qui est actif juste sur les questions organisationnelles, administratives. Il s'occupe pas des dossiers de subvention, il les survole. Ils ont confiance par rapport aux salariés. Donc c'est vraiment moi qui ai pris en charge de A à Z tous les problèmes. Alors les problématiques, évidemment, comme je suis arrivé à partir de 16 ans en tant que bénévole, j'ai vu l'évolution, j'ai rencontré d'autres confrères, etc. Donc j'avais une vision très globale. Le souci qu'on rencontre avec nos bénévoles, c'est que souvent ils connaissent la radio, leur radio, ils connaissent pas le secteur de la radio en général. Ils n'ont pas forcément le temps. Déjà ils donnent de leur temps, ça prend du temps de faire de la radio. Donc voilà. Donc en fait, nous ça s'est fait un peu naturellement. Il fallait bien payer nos postes. Donc automatiquement on a dit il faut trouver de l'argent. Et voilà. Donc c'était un petit peu pas schizophrénique, mais il a fallu vraiment pas se remettre en question. Il a fallu réfléchir très longuement. Et c'est un peu comme un chef d'entreprise en fait. C'est vraiment des fois de se dire comment on va trouver de l'argent. Comment on va finir notre année? Alors, ça me paraît évident. Je vais donner la parole à Christophe. Alors là, on passe dans une autre dimension. Chez Vosges FM, il y a des commerciaux. Oui, désolé de ce gros mot. Des commerciales, en l'occurrence. Désolé de ce gros mot. Des chargés de développement, effectivement, qui sont chargés d'aller trouver des financements. Non, mais nous, on a aucun souci à dire qu'on a des commerciaux, on n'a aucun souci à dire qu'on travaille avec Médiamétrie, on n'a aucun souci à dire qu'on veut faire de l'audience, on n'a aucun souci à dire qu'on veut représenter une offre à la radio alternative aux radios B, aux radios C, qui font aussi un bon travail, mais on a la prétention d'essayer de faire quelque chose de différent et de différent au sein même de notre catégorie de radio. La problématique en fait de la ressource humaine, elle est très simple, c'est que si demain une radio associative veut s'engager dans une démarche qui va viser à embaucher des gens, il faut qu'elle se pose les vraies questions de comment y arriver et surtout quel est le modèle pour y arriver. C'est deux routes différentes. Aujourd'hui, c'est compliqué de se dire j'ai une radio associative qui fonctionne avec 30 bénévoles et puis d'à côté, je vais faire une équipe où je vais avoir 7 ou 8 salariés. C'est compliqué à tenir parce que à gérer, c'est énorme. Par contre, qu'est-ce que je veux faire de ma radio associative? Si je veux créer un écosystème autour de ma radio associative, alors le premier poste, c'est les ressources humaines. Parce que sans humains, il n'y a pas d'économie. Et sans économie, il n'y a pas de revenus. Et sans revenus, il n'y a pas d'audience, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment de se poser la question de, si on veut créer des ressources humaines, c'est aujourd'hui ma subvention de 40 000 € au fonds de soutien. Allez, j'en mets la moitié sur un poste à plein temps au SMIC pendant 1 an. Voilà. Et on voit ce que ça donne. Et cette personne-là, elle va être chargée d'être... Elle va avoir la tâche d'aller chercher du financement, de faire de l'antenne aussi, pourquoi pas, si on a quelqu'un de polyvalent. Mais c'est vraiment de prendre ce chemin de dépenser pour avoir de l'humain. Et après, on voit. Donc ça a été la première étape dans ton développement? Oui. C'est comme ça que tu l'as fait? Oui, et en plus, nous, on a eu à l'époque une chance incroyable, notamment sur Vosges FM. Alors, est-ce qu'on l'a utilisé sur Vosges FM? Non, même pas sûr. En revanche, sur Oxygène, en Seine-et-Marne, on l'a utilisé, le dispositif des emplois d'avenir que le gouvernement avait fait il y a quelques temps et qui permettait sur les 3 premières années d'être aidé quand on embauchait des jeunes. Et nous, on les avait embauchés tout de suite en CDI. Et on s'était dit, au bout de 3 ans, on se débrouille, on les aura pérennisés. Sur Vosges FM, on a fait un peu différemment. On a commencé avec des emplois à mi-temps et puis on est monté ensuite en gamme au fur et à mesure. Ok. Alors maintenant, partons du principe que vous avez les ressources pour commencer à générer des revenus.
explorons les revenus traditionnels. Quels sont, je dirais dans l'ordre peut-être de logique, les sources de revenus qui sont les plus évidentes. Alors je vais pas dire facile, parce que c'est jamais facile à générer, c'est toujours du travail. Je vais redonner peut-être la parole à Brian. Par quoi tu as commencé peut-être? Nous, la source évidente, évidemment, c'est le FSER, le fonds de soutien. Et on reste dans le traditionnel pour l'instant. Vraiment, nous, c'est le fonds de soutien à l'expression radiophonique. En plus, on émarge à la sélective. Donc, évidemment, il y a un gros travail sur l'antenne qui est fait. Un travail également sur la conception du dossier. On s'est rendu compte que notre dossier était mal monté, qu'on ne mettait pas les bonnes pièces. Donc, ça, on a fait une formation, on a un peu évolué là-dessus. L'éducation et médias qui arrivait très rapidement avec des financements. Donc là, je le disais, à peu près 20% de notre budget aujourd'hui. Ensuite, on a fait une bourse au disque. Alors nous, on est une radio musique actuelle, donc on est vraiment sur le rock, l'électro, le reggae. Radio de niche. On a fait une bourse au disque qui nous a ramené à peu près 3%, 3 000 € chaque année, qui est assez facile à mettre en place. Ça crée du lien. Voilà, on peut faire une brocante musicale. Il y a plein d'astuces comme ça. Et ensuite, on a fait la communication, donc des spots. Alors évidemment, là, on parle de pub, mais nous, on n'appelle pas ça des pubs. On appelle ça le message d'intérêt collectif ou message d'intérêt généraux. On ne fait pas de la pub pour Carrefour ou pour Renault. On le fait pour des collectivités, on le fait pour des mairies, on le fait pour des assos, des salles de spectacle également. Là, c'est avec la période Covid, les salles de spectacle ont besoin de communiquer. Avant, on le faisait gratuitement. Tous ces spots de communication, on faisait des échanges de partenariat avec notre logo sur leur plaquette, etc. Et quand on n'avait plus d'argent, il a bien fallu rentrer dans l'échange monétaire. C'était un peu compliqué au départ, les salles ne donnaient pas trop d'argent. Et puis voilà, une fois qu'on a passé le cap en leur expliquant, de toute façon, nous, si vous voulez qu'on survive, il faut que vous payiez. Si vous allez chez un annonceur, un imprimeur, vous payez vos affiches. On a une visibilité, on a des auditeurs. Nous, sur un territoire où la musique actuelle, elle n'est pas représentée, on est vraiment les seuls à faire ça à Compiègne. Donc automatiquement, voilà, les salles ont commencé à reprendre l'habitude à nous payer. Et maintenant, au départ, on les démarchait. Et maintenant, c'est elles qui viennent vers nous en nous disant, voilà, est-ce que tu peux me faire une campagne pour ce morceau-là, pour ce concert-là. Et on a maintenant, par la suite aussi, commencé à vendre sur Facebook. Alors, c'était un peu le mal. On se disait, on ne veut pas être les commerciales de Facebook. Mais finalement, c'est des revenus qui sont assez faciles à mettre en place. C'est-à-dire qu'on commercialise un spot radio d'une semaine ou 15 jours. Et également, on fait une campagne sponsorisée sur Facebook. Alors, c'est deux choses avantageuses, c'est qu'il y a de l'argent qui rentre. C'est des petites notions d'argent. Mais comme les spots sponsorisés sont financés par l'annonceur, ça permet aussi de la visibilité sur notre radio. Donc, en fait, c'est un peu un cercle vertueux. Eux communiquent sur nos fans. Et en plus de ça, nous, on augmente notre base fan Facebook grâce à leur publication où nous, on n'aurait pas forcément mis de l'argent dans la publicité Facebook. Alors, on reviendra peut-être tout à l'heure sur la partie digitale et sur les revenus digitaux, mais peut-être dans tes annonceurs traditionnels, qui sont finalement les meilleurs clients, ceux qui sont peut-être le plus faciles à convaincre, qui investissent le plus d'argent, qui sont les plus fidèles? Ceux qui payent le plus, c'est les collectivités, souvent. Il n'y a pas de négociation, il n'y a pas trop de négociation avec eux. Là, aujourd'hui, nous, on a perdu cette campagne. Des exemples de collectivités? Les départements. Voilà, les départements, clairement. La région, on a essayé de se remettre dedans. La région a changé leur système de financement. Donc maintenant, ils sont plus sur Facebook, etc. Mais il faut qu'ils reviennent en local parce qu'ils ont beaucoup défendu le consommer local. Et en fait, finalement, mettre de l'argent dans nos radios sur de la communication, qui sont des enveloppes qui sont totalement autres que les subventions, et en fait, c'est consommer local, c'est défendre ce qu'on fait au quotidien, c'est-à-dire qu'on anime aussi la vie de la cité. Nous, clairement, c'est les salles de concert. Voilà, les salles de concert qui nous contactent pour des campagnes de spots, mais également pour des animations d'émissions. Donc avant ça, on le faisait gratuitement, on venait faire retransmission en direct. Et maintenant, en fait, ils nous filent 1 000 € pour une émission d'1 heure. Tout simplement. Alors, je rebondis sur ce que tu viens de dire parce que c'est en soi un vrai sujet. On le faisait gratuitement et maintenant on le commercialise. C'est vrai aussi, j'ai oublié de le mentionner, que j'ai observé que dans beaucoup de radios associatives, il y avait une quantité énorme de prestations qui étaient réalisées, diffusées, un travail gigantesque qui est offert à des gens qui achètent la même prestation ailleurs et parfois très cher. Donc je dirais que déjà d'arrêter de faire gratuitement des choses qui méritent un salaire, je dirais, entre guillemets, c'est quand même déjà la base. Ouais, c'est philosophique ça. Et surtout de combattre cette idée. Moi, j'ai déjà entendu de salles de concert qui disent vous êtes subventionné par le ministère de la Culture, vous pouvez le faire gratos. Bah non, en fait. Moi, ma subvention du ministère de la Culture, elle sert à payer mes salariés, elle ne sert pas à faire votre publicité. Donc, si vous voulez faire votre publicité, il faut payer. Et on entend souvent ça. Ouais, je pense que c'est surtout des questions éthiques et déontologiques avant tout. Ça se concerte, une association, c'est d'abord un collectif et de salariés et de bénévoles.
Et c'est ensemble, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? Et puis une fois qu'on y va et que c'est concerté, on l'assume, que ce soit par des recettes commerciales ou par des fonds de mécénat, par exemple. C'est d'abord interne en fait à l'entité, à la structure, et après on l'assume. Et comme tu dis, la réponse elle est toute prête, ou elle est oui ou non, mais en tout cas elle est expliquée. Alors, avant de te donner la parole pour voir quel est toi ton argument par rapport à cette problématique, je retrouve la même problématique en Afrique auprès des radios communautaires où les partenaires locaux pensent aussi que la radio communautaire, qui est souvent soutenue par des bailleurs de fonds, des ONG, eh bien, donc elle est là et qu'elle doit offrir ses services gratuitement. Et je tiens à peu près le même discours que ce que tu viens de dire, c'est que oui, si la radio elle est là, bah, c'est une chance, c'est une opportunité qui permet de couvrir un territoire où souvent il n'y a aucun autre moyen d'information, et que bah, là il y a un émetteur, il y a du gasoil pour faire tourner le groupe électrogène, parce que ça marche que comme ça en Afrique. Maintenant, l'accès à ce moyen de communication, ben lui, il est payant. Ça peut pas être gratuit. D'autant que ces mêmes ONG parfois vont dépenser beaucoup d'argent pour aller envoyer des 4x4 dans la brousse avec toutes des équipes pour aller faire des sensibilisations dans des villages perdus. Ils vont rester 2 heures, ils repartent. Et si on fait une analyse, il y a une somme considérable d'argent qui est dépensée pour un résultat qui est assez maigre, alors qu'en fait, on mettrait ne serait-ce que le quart de cet argent dans une stratégie de communication sur la radio communautaire, on obtiendrait de bien meilleurs résultats pendant beaucoup plus longtemps. Donc il y a effectivement une éducation des partenaires aussi à faire pour leur faire comprendre qu'il ne faut pas tout mélanger, quoi. Voilà. Alors peut-être toi, tu aurais quel argument quand on te dit mais Graphite, finalement, c'est une radio associative, vous êtes soutenu, on ne va pas vous payer en plus. Pour les salles de musique actuelle, souvent elles sont financées, hein, c'est des SMAC, donc elles ont aussi souvent c'est des grosses structures, hein, c'est des structures associatives aussi, avec plus de salariés que nous. Après, nous, clairement, l'investissement, quand l'argent rentre dans nos structures, ça va pas les actionnaires. Le but, c'est de développer l'emploi, développer le confort, développer des animateurs, par exemple. Également, se racheter du matériel. Nous, notre console, elle avait 30 ans. On est passé au numérique l'année dernière, ça change un petit peu tout. Ça change la qualité d'antenne, ça change. Les animateurs sont concentrés uniquement sur leur émission et plus sur la technique. Avant, on perdait la stéréo, il fallait taper sur la console pour que la stéréo. Voilà, c'est pas que c'est pas très. On l'a tous eu ça. On l'a tous eu. C'est pas que c'est pas très sérieux, c'est juste que il faut vraiment se concentrer pour augmenter notre qualité d'antenne. Et justement, après, les annonceurs viendront. Alors c'est vrai qu'il y a toujours le côté, on se dit, ouais, je vais faire de la pub, c'est pas trop nos rôles, tout. En fait, clairement, toute cette communication, on l'a fait déjà gratuite dans notre rédactionnel. C'est-à-dire que les gens, on les reçoit déjà à l'antenne. Je pense que les radios associatives sont les radios qui reçoivent le plus d'invités à l'antenne, clairement. Aussi bien dans nos studios avec des scolaires que des invités au quotidien, des gens qui n'ont pas la parole, des gens qui n'iront jamais sur des radios nationales ou des radios régionales. Donc, on est vraiment le premier pas vers une communication locale de proximité. Et tout ça, c'est gratuit. Enfin, c'est gratuit. C'est gratuit pour la personne qui va venir communiquer. Nous, on est financé à ce titre via le FSER ou d'autres financements locaux. Mais c'est ça, en fait, les financements payent ça, en fait, cette mise à disposition. Moi, je refais le parallèle avec mon travail en Afrique, où très souvent, je dois toujours commencer mes interventions en essayant d'expliquer qu'il y a une différence entre l'information et la communication. Et parce que effectivement, toutes les radios, comme tu l'as dit, réalisent beaucoup d'informations, de débats, de reportages. Alors, c'est de l'information à partir du moment où ça correspond aussi à votre vocation, et puis que de l'information, par définition, c'est ponctuel. Et dès qu'on commence à vouloir répéter l'information parce qu'il faut insister, parce qu'il faut communiquer, là, ça devient de la communication. Alors, l'information, c'est gratuit, c'est clair. La communication, c'est payant. Et dès qu'il y a une forme de communication, ben, il doit y avoir des revenus derrière. Donc c'est quand même un principe de base, et il faut que les radios arrêtent de donner de la communication gratuitement. Et c'est la première étape à franchir, à mon avis, en disant ben voilà, ça a un prix. Si vous tenez vraiment à ce qu'on insiste et qu'on communique sur ce sujet, sur un spectacle, voilà. Voilà, il faut payer. Il y a une stratégie de communication qui a un prix. Nous, la force un peu de nos radios, c'est que justement le fait qu'on soit limité à 20%. Alors, nous, on ne fait pas du tout de pub commerciale, je le répète. Mais par contre, la force, c'est qu'on n'a pas des tunnels de pub. Donc clairement, quand il y a une annonce à l'antenne, elle est vraiment efficace et percutante. L'auditeur, il l'entend. Il n'est pas noyé dans 15 pubs qui vont arriver à la suite. Il ne va pas pouvoir zapper.
Et nous, on le fait pas dans le sens publicité un peu commercial avec des explosions, des choses, voilà, ou des redites, zéro blabla, enfin zéro tracas, zéro blabla sur les choses. On fait pas. On fait vraiment dans l'information, un peu comme un podcast, c'est-à-dire qu'on va être beaucoup plus doux. On donne beaucoup plus d'informations avec des habillages, des extraits de morceaux, ce genre de choses. Voilà, donc c'est un peu différent. Je pense qu'il est tout à fait possible pour une radio d'avoir même de la publicité qui soit dans le format de la radio. C'est tout à fait possible. J'ai eu l'occasion de travailler avec RCF à plusieurs reprises. Je ne sais pas s'il y a des gens d'RCF qui sont là, mais c'était vraiment une préconisation de rester dans le ton RCF et effectivement de ne pas avoir le message, que ce soit de la pub ou autre chose, mais qui clinquant avec des ding-ding, boum-boum. Nous, ce qu'on nous dit notamment dans les Vosges, c'est que en fait, les annonceurs viennent chez nous parce qu'ils sont sûrs, alors nous on fait de la publicité, vous l'aurez compris, parce qu'ils sont sûrs justement d'avoir un rayonnement qui est différent du concurrent commercial, par exemple, parce que le concurrent commercial, il va passer Amazon, les GAFA avec les indés radio, et que lui, l'annonceur local se retrouve entre Leroy Merlin et Boursorama, et il vient chez nous aussi parce que l'exposition dont il bénéficie au milieu du garagiste du coin, du boulanger du coin, de la collectivité du coin, eh ben, ça lui va non seulement beaucoup mieux, et il a beaucoup plus de retours, puisqu'effectivement, il n'est pas dans un tunnel de pub avec 4 minutes d'indé radio, 3 minutes de pub locale. Donc c'est pour ça que nous, il vient chez nous, parce que chez nous, c'est 3 minutes 30, 4 minutes de publicité. Et encore, à l'intérieur, ce ne sont pas que des annonceurs privés, c'est aussi des messages d'intérêt collectif. Donc ce rayonnement-là, quand on est une radio associative, il faut le mettre en avant. Il faut dire aux annonceurs, aux partenaires, venez chez nous. OK, mon audience, c'est pas celle du concurrent commercial, mais votre rayonnement, votre exposition et ce qu'on peut faire pour vous en termes de valeur et en termes de retour, on pense que ce sera meilleur pour vous. Et en général, les annonceurs, quand on leur explique que le tableau de l'audience médiamétrie, la média locale, c'est pas la science exacte et que c'est pas parce qu'on est 8e radio qu'on est moins bon que le premier, mais qu'on va lui faire une meilleure exposition en étant 8e, eh ben vous arrivez à les convaincre sur les valeurs. Voilà. Je vais mettre les pieds dans le plat 2 minutes. Si j'étais du côté de la radio indépendante, parce que j'entends aussi ce discours de dire oui, bah, finalement, vous faites une concurrence. Ils sont là, ils écoutent. Vous nous faites une concurrence déloyale d'une certaine manière avec les arguments que tu viens de donner, parce qu'il y a une partie de ton financement qui vient de la subvention. Donc, qu'est-ce que tu réponds à ça? Bah, je réponds que l'annonceur il est libre de faire ce qu'il veut. Et que jusqu'à preuve du contraire, les radios associatives peuvent concurrencer les radios commerciales à hauteur de 20%. Et que la concurrence, elle est saine. Et qu'il y a de la place pour tout le monde. Je veux dire, moi, un annonceur qui vient nous voir et qui nous dit on voudrait faire de la pub à la radio, est-ce qu'on va faire vous ou le concurrent? Le premier truc qu'on dit, c'est faites les deux si vous pouvez. Parce que 1 euro dans une radio, c'est 1 euro dans la radio. Le support radio. Et c'est en étant ensemble qu'on va s'en sortir. C'est-à-dire que les radios commerciales subissent une chute d'investissement publicitaire actuellement. Moi, je rêverais d'avoir les radios commerciales qui viennent nous voir en disant allez, bah, comment on peut s'entendre, comment on peut se refiler. Enfin, voilà. Donc, aujourd'hui, il faut expliquer aux gens que la radio est un média qui perd de l'investissement publicitaire. Quand on est associatif, on peut en faire jusqu'à 20%. Quand on est une radio commerciale, on peut en faire autant qu'on veut. Donc, encore une fois, défendons notre support et notre média. Alors, je rebondis aussi sur ce que tu viens de dire, parce que c'est une discussion que j'ai eu l'occasion d'avoir à plusieurs reprises ici. Dans certains pays, comme par exemple la Belgique, où l'ensemble des radios sont très corporate, très solidaires. C'est-à-dire qu'on peut avoir les radios du service public, les radios privées, les radios communautaires, génial, parce que je crois qu'on les appelle comme ça aussi en Belgique, Greg, des radios associatives, et tout le monde défend le média radio. Et d'ailleurs, il y a même beaucoup d'études qui sont financées par tous les acteurs pour défendre le média radio. La créativité, l'efficacité de la radio, de l'audio maintenant aussi, puisqu'on va dans cette direction. Qu'est-ce qu'on voit? La part de marché publicitaire, excusez-moi de parler de publicité, mais elle est de 16% en Belgique. C'est énorme, on est à 6% en France, quoi. Donc on observe, moi j'observe que dans les pays dans lesquels il y a une bonne entente entre les acteurs du média, eh bien le média il gagne globalement. Donc c'était juste pour renfoncer ce clou plutôt que de dire on est concurrent. Et pour finir sur ce que tu as dit, que je partage vraiment, c'est que quand un annonceur, un partenaire, une institution localement a compris que la radio pouvait l'aider à développer son activité, bah, c'est pas
une radio qui doit utiliser, c'est plusieurs radios. Parce qu'il n'y a jamais, il y a rarement, à part peut-être en Martinique ou en Guadeloupe, où il y a une radio qui fait 40% de pénétration parce que voilà, c'est comme ça, c'est historique. Il y a rarement une radio qui permet de toucher l'ensemble de la population. Donc, c'est de la logique marketing. Un annonceur qui veut toucher le maximum de monde, il doit aller sur plusieurs radios. C'est ce que font les annonceurs nationaux. Voilà, c'est tout le temps comme ça. Vous entendez, vous écoutez RTL, vous allez sur les indés, vous allez sur Énergie, vous avez les mêmes campagnes, parce que c'est l'ensemble qui permet voilà, d'être efficace. Alors, revenons peut-être un peu sur les ressources traditionnelles. Et je te redonnerai la parole après pour savoir quels sont les revenus traditionnels les plus productifs, on va dire, sur vos GFM. Mais Émilie, du côté du mécénat, parce on reste dans le traditionnel pour moi du côté du mécénat, parce qu'on est dans le cadre législatif. Est-ce que ça peut représenter quelque chose de significatif pour une radio, ou est-ce que c'est très anecdotique? Alors, tu vois, je suis pas sûre qu'on puisse dire que c'est traditionnel. Parce que c'est comme je disais tout à l'heure, les radios associatives sont éligibles au mécénat que depuis 2013. Donc, on est à moins de 10 ans. Et le temps d'absorber cette éligibilité, de l'accepter, de la penser, et puis peut-être de commencer à l'organiser. En fait, là, on est en 2022, on est vraiment à la genèse, dans la réflexion, et pas encore vraiment dans l'action. On prend Jet FM par exemple à Nantes, et dans l'action déjà depuis quelques années, en faisant appel à la générosité du grand public, avec des montants qui sont collectés à 5 chiffres au moins. Il y a une réorganisation qui ne fait pas forcément appel à du salariat, qui sait se reposer justement sur des bénévolats. Un bénévole peut être journaliste, mais peut être aussi collecteur de fonds. Et c'est vrai que cette nouvelle dynamique, alors on est dans une approche différente. Là, on parle d'annonceurs. On peut parler aussi peut-être de sponsoring dans les 20% de ça du FSER, mais on est dans une approche qui reste commerciale. Là, le mécénat, on est dans une approche philanthropique. Donc, l'intérêt est totalement différent, même si le résultat peut être le même, mais on passe par un autre axe et par une autre voie, où là, une entreprise ou une personne va se poser la question de comment je peux être utile à mon territoire et comment elle peut participer à cette sensibilisation auprès de la radio, qui est un levier finalement social pour le territoire. On a une confédération bretonne qui s'appelle la Corlab, qui a sondé plus de 7 radios bretonnes, comme Canal B, comme Radio Balise, comme Radio Laser, comme Radio Crest-Braise, en leur posant ces questions-là. Alors c'est vrai que 93% répondent « on écoute les radios associatives bretonnes parce qu'on ne veut pas de publicité ». Et la réponse, elle est « nous sommes utiles au territoire, nous sommes un créateur de liens, nous sommes un facteur d'émancipation, nous sommes un levier collectif mais aussi individuel ». Et quand on regarde du côté de ces personnes qui, pour elles, la radio est un repère, ça cadence une journée. Quand on regarde du côté des entreprises, où on peut parler beaucoup de RSE, un mot qui dit beaucoup, dont certains ont peut-être déjà entendu parler, responsabilité sociétale ou sociale des entreprises, il y a une dynamique qui est en train de se créer, d'autant plus, je pense, on le pense tous, post-Covid. Je suis inscrit dans un territoire, comment je peux être utile? Et la radio associative est un levier pour accompagner aussi les entreprises à communiquer autrement. Mais là, on est dans une démarche philanthropique, donc zéro pub. Et la nature des échanges vont se faire plutôt sur les contreparties, qui peuvent être complètement en lien avec la diversification des ressources par notamment de la prestation, de la vente de produits. Alors là, on rentre dans de la technicité, c'est peut-être pas le sujet, mais... Si, mais peut-être une petite précision sur la manière d'argumenter en quelque sorte pour convaincre un mécène. Il n'y a pas de contrepartie pour le mécène. Il y a contrepartie ou pas contrepartie. Et après, il y a le rôle de la radio. Est-ce que on va donner de l'argent à une radio qui a une utilité Alors, je vais remettre les choses un peu dans le bon sens. C'est comme quand on est un commercial. Il faut pas oublier une chose, c'est l'attente des autres. On a nos attentes à nous, un besoin d'argent. Alors, j'aime souvent le rappeler, l'argent n'est pas un besoin, c'est un moyen qui répond à un besoin. Donc, il faut toujours réussir aussi à s'imaginer d'être dans un monde de troc. Et une fois qu'on a compris cela et que surtout on comprend les attentes des entreprises, voilà, on rentre dans la stratégie commerciale, mais là, on est dans une stratégie philanthropique. Donc, déjà, comprenons les attentes de ces entreprises. Pour ça, il y a des outils extraordinaires. Je vais citer l'Admical, qui est la structure du mécénat d'entreprise en France, qui va sonder à peu près 1200 entreprises tous les 2 ans pour comprendre leur motivation à faire du mécénat, toutes causes confondues. On parle de culture, de santé, de social, d'environnement. Et on a les détails, on a un focus extraordinaire au niveau de la culture. Et on va souvent penser
quand une entreprise fait un acte de mécénat d'une façon globale, elle vient chercher de la réduction fiscale et on va vite comprendre par ces outils et ces supports que ce point n'apparaît pas du tout déjà et qu'on est vraiment dans comment je peux exprimer mes valeurs, comment je peux les incarner, comment je peux décloisonner aussi mes salariés au quotidien, comment je peux participer à l'attractivité de mon territoire, comment je peux être un levier économique pour ce territoire-là. Et là, le mécénat apporte des réponses. Et là, on arrive à ce qu'une radio associative peut proposer par la nature de ses contreparties. Alors, c'est désintéressé. Je vais faire un peu de technique. Un mécène entreprise qui donne 100 € à une association d'intérêt général, qui est reconnue d'intérêt général, il a le droit, en tant qu'entreprise, déjà, à 60% de réduction fiscale. Bon, avec plein de petites étoiles en dessous, mais je ne vais pas vous les citer. 60% de réduction fiscale. Alors, c'est autre chose. Là, un rescrit fiscal, c'est une demande à l'administration fiscale. C'est une demande d'une grande lecticité. Donc, je ne peux pas répondre de façon assez générale, mais on pourra en parler tout à l'heure si vous voulez. Ouais. Donc, 60% de réduction fiscale. Et dans la limite, je donne 100 €, j'ai le droit à 25 € de contrepartie. Mais attention, ces contreparties, on les dit indirectes, et donc elles doivent être surtout pas intéressées. Donc là, on est dans une dynamique complètement complémentaire de la diversification des ressources par un annonceur, par un sponsoring. Là, quelle contrepartie on peut imaginer? Alors, j'aime bien prendre des exemples. Je vais prendre l'exemple de la Skol Radio, qui, alors déjà, par la gratuité de ces formations qu'elle propose à toute personne qui s'ouvre à ces vocations-là, le mécénat va complètement contribuer, bien sûr d'abord les subventions, mais peut contribuer à cette gratuité-là et en tout cas à sa pérennité. Mais une entreprise aujourd'hui, si on comprend ses besoins, alors on est dans le média radio, on va prendre une entreprise de commerciaux, on est de l'autre côté, à un moment un commercial, il a besoin d'être formé, il a besoin de travailler son oralité. Est-ce que par exemple, eh bien, la radio associative qui propose 1 heure ou 2 heures de formation ne peut pas le proposer en échange d'un mécénat sous forme de contrepartie? Elle fait du hors les murs, elle va vers l'entreprise et elle propose une formation pour tous les salariés dans leur dynamique commerciale pour favoriser leur oralité. Et là, on a du coup 2 entités. Là, on est sur un vase communicant en tant qu'une entreprise qui évolue sur son territoire, qui est attentive à son impact sur son territoire, et une radio associative qui porte la dynamique et la vitalité de ce territoire. Et là, on rentre dans des échanges qui sont durables. Parce que c'est vrai que si on ne pense pas aux attentes des entreprises, on fait du one-shot. J'achète une presta, je suis mécène une fois, et puis l'année qui suit, je passe à autre chose. Donc, c'est important de bien comprendre les attentes. Alors, merci pour cet exemple. C'est parfait. Ça nous permet de mieux percevoir ça. Juste une question. Quelle est la différence entre le mécénat et les dons? Comment... Il n'y a pas de différence. Ça dépend. Il n'y a pas vraiment de... On parle mécénat quand on parle rescrit fiscal et quand on parle réduction fiscale. Un don peut se faire dans le cadre d'un acte de mécénat où une entreprise ou un particulier va demander son petit reçu fiscal à déclarer ensuite soit sur l'IS, soit sur l'IR pour avoir payé un peu moins d'impôts. Un don peut se faire de façon très manuelle. Moi, j'arrive d'un gros festival breton dans lequel j'ai travaillé 12 ans. On avait beaucoup de bénévoles qui nous faisaient des dons de canapés pour le catering, de bilic pour faire les crêpes parce qu'il y en avait 3-4 qui restaient dans le grenier. Mais en échange, il n'y a pas d'acte de mécénat ou de rescrit. Donc là, on appelle ça un don manuel. Le mécénat, quand on parle mécénat, c'est qu'on rentre dans le cadre juridique et fiscal de l'administration. Et là, on est dans toute une procédure à respecter du début à la fin. Christophe, est-ce que tu reçois des dons? Non. Tu vas pas les chercher non plus? Non, parce que, sauf, j'y connais pas grand-chose en mécénat, mais je pense qu'une associative qui serait fiscalisée ne peut plus recevoir de mécénat, je pense. Non, pas du tout. C'est encore c'est que du cas par cas. C'est la notion des 4P alors produits, publics, alors aidez-moi, les 4P de l'administration fiscale, produits, publics, prix et promotion. Et elle va étudier ces 4P-là, l'administration fiscale. Et s'il y a une activité commerciale, comptablement, elles vont les séparer. Donc, il y a une action lucrative sur laquelle on n'oriente pas le mécénat, mais il y a une action non lucrative sur laquelle le mécénat peut être affecté. Brian, chez toi, les dons, vous générez des dons? On y est passé aux dons. On était un peu réticents au départ. Et quand on a eu besoin d'argent, on a eu 5 000 € des auditeurs. Et en fait, on s'est rendu compte qu'ils voulaient nous soutenir. Ils ne savaient pas comment le faire. Et alors, ce qui est bien, c'est notamment le changement de matériel. Le changement de matériel, ça a super bien marché parce qu'il y avait vraiment un but final qui était visible. On a même eu des entreprises qui nous ont filé des chèques de 1 000 €. Donc non, c'était c'est une bonne opération. Il faut juste ça se travaille, quoi. C'est vraiment la première année, on l'a fait un peu vite fait, et l'année suivante, on l'a un peu plus réfléchi et impliqué en plus les bénévoles à l'intérieur. Alors, je ne vais pas parler au nom de certaines radios confessionnelles qui, elles, par contre,
vont solliciter les dons ont de vraies stratégies et peuvent générer beaucoup de revenus à travers de vraies stratégies. Si je peux juste vous donner un indice, c'est que pour stimuler les dons, il faut que le donateur sache quelle est la destination de cet argent et à quoi ça va servir. Donc, il faut inviter les gens, inviter la radio, il faut leur expliquer que les dons vont servir à changer l'émetteur, à changer la console sur laquelle il faut taper. Mais avec de vraies stratégies, il peut y avoir des montants assez considérables. Et puis, peut-être pour faire le rapprochement avec des sujets précédents sur les podcasts, on se rend compte aussi que un peu partout, même à l'étranger, de plus en plus de gens payent pour écouter des podcasts, justement pour pas avoir de pub entre autres, mais aussi parce qu'ils s'abonnent et voilà. Donc en fait, l'idée de donner de l'argent pour contribuer à écouter un programme qui nous plaît est quelque chose qui est finalement assez naturel et un levier qu'il faut activer tout simplement. Hein. C'est pas mal, ça pas de voilà, il faut le faire et les gens le font parfois avec beaucoup de bonne volonté. Ils sont demandeurs. Enfin, le public est vraiment demandeur pour accompagner sa radio associative. En fait, le problème, il n'est pas dans l'externe, il est en interne. C'est qu'on l'assume pas. On l'assume pas parce que aller chercher de l'argent quand on n'est pas formé à ça ou qu'on n'a pas désacralisé la chose, on a l'impression d'être demandeur. C'est une position dans laquelle certaines personnes se sentent pas du tout à l'aise. Et c'est là que la notion de communication interne, de concertation avec les équipes. Moi, je portais plus de 1800 bénévoles. J'étais toute seule sur mon pôle ressources financières quand j'ai quitté ce gros festival. J'ai pu réussir ma mission, certes, grâce à tous les bénévoles. Tout est possible. Là, il n'y avait pas de sous. De toute façon, il n'y avait pas de sous. Donc, il fallait faire avec cette ressource humaine disponible. Et tout a commencé par de la communication, du partage de documents, voilà, de tout bien transmettre. Et puis, il y a un exemple, par exemple, qui peut être intéressant quand on commercialise un podcast et quand c'est une radio associative. On peut très bien imaginer, dans l'interstitiel, à un moment, je fais un don à mon association. Il y a énormément de leviers bien au-delà du mécénat, comme le micro-don. Je pense que certains d'entre vous le rencontrent parfois au quotidien, le produit partage. Et en termes de ressources là, humaines, on a aussi le mécénat de compétences, parce que le mécénat prend plusieurs formes. Hein. Il peut être numéraire, mais il peut être aussi en nature et en compétences. Et là, la notion de mutualisation peut être très intéressante pour plusieurs associations qui ont besoin, là clairement, d'une personne sur le terrain pour capitaliser, remercier, fidéliser les mécènes et qui peut être très bien négocié sous forme de mécénat en compétences avec une entreprise tiers. Donc des leviers innovants, on est plutôt dans l'innovation, on n'est pas dans le traditionnel parce qu'on est en train franchement de se poser ces questions-là. Et c'est vrai qu'avec la Skol Radio, on a fait une session de formation l'année dernière, il y en a une seconde prévue en décembre. Il y a du monde, hein, mais il y a un beau, énorme travail en amont. Comment je peux le faire en étant en phase et en cohérence avec mes valeurs? Les vraies inquiétudes, elles sont là. Alors, Christophe, en dehors des 20% de messages publicitaires et du FSER, quelles sont les sources de revenus que tu as développées? C'est que j'avais encore des problèmes avec cette question. Alors, en fait, nous, on s'est dit qu'il n'y avait rien de plus facile pour une radio que de créer plusieurs médias. Donc, partant de ce principe-là, le plus facile, c'est un site Internet. Aujourd'hui, toutes les ressources que vous tirerez de votre site Internet ne rentrent pas dans vos 20%. Ce n'est pas diffusé à l'antenne. Premier levier. Deuxième levier, le digital, les réseaux sociaux. Tout ce que vous placerez dans votre communauté en termes de marque ne rentre pas dans vos 20%. Dès lors, quand un client vient vous voir ou quand vous allez voir un client, si c'est un client privé, pourquoi ne pas lui proposer aussi, en plus de votre campagne à la radio, de faire du multi-support et d'aller lui dire, écoutez, vous venez chez nous, c'est très bien, vous aurez votre message à la radio, votre message sur les réseaux sociaux, à travers une opération spéciale, tu le disais tout à l'heure avec des salles de concert, donc ça se fait, tant mieux, et vous l'aurez également sur le site Internet. Et demain, je capterai une interview de vidéo de vous, je la mets en ligne sur YouTube et je fais de la monétisation. J'extrapole un peu, mais il faut savoir que nous, en tant que radio associative, et dans vos radios associatives, je suis sûr que vous avez des bénévoles ou des salariés qui sont passionnés de réseaux sociaux, qui sont passionnés du web. Moi, ce n'est pas ma génération, j'y suis venu. Donc, vous avez des gens pour développer tous ces supports. Dès lors qu'ils sont développés, il faudra trouver les gens qui seront capables de les vendre. Et ces ressources qui sont annexes à la radio ne rentrent pas dans l'assiette de calcul du fonds de soutien, ne rentrent pas donc dans le calcul des 20%. Donc, allez-y à fond. Allez-y à fond. Concrètement, quand tu parles de site web,
Il s'agit quoi de vendre des bannières, des encarts, des bannières, des slides, des vidéos. Sur les réseaux sociaux, on parle de vendre des publications sur Facebook, des Facebook Live, des choses comme ça. Bien sûr, des opérations cadeaux avec des choses à faire gagner sur les réseaux sociaux, du partage, de la communauté, du placement de marque. Tout ça, c'est pas régi entre guillemets. Donc faisons-nous plaisir et utilisons ces vecteurs-là pour diversifier les ressources de nos radios. Ça n'a aucun impact sur l'antenne. Parce que le truc en général avec la pub, c'est je ne veux pas faire de pub sur mon antenne. Je respecte complètement ça. J'ai aucun souci. Sur les autres supports, si vous voulez protéger votre antenne, développer d'autres supports qui sont faciles à faire, et y compris d'ailleurs pour les collectivités. Aujourd'hui, quand vous allez faire, par exemple sur Oxygène, quand on va faire une interview d'un maire ou d'un élu, on fait systématiquement une captation vidéo qu'on diffuse ensuite sur les réseaux sociaux, qu'on peut diffuser sur le site internet en podcast sur la partie sonore et qu'on diffusera à l'antenne. C'est normal qu'on soit rémunéré pour l'ensemble de ces prestations-là. Enfin, moi, ça me paraît complètement normal. Donc, diversifier, créer d'autres supports que la radio pour créer d'autres ressources annexes à la radio. Alors, abordons le sujet de la régie publicitaire aussi. C'est une aventure que, Christophe, toi, tu as essayé d'étudier il y a longtemps. Oui. Aujourd'hui, Brian reprend le flambeau. Peut-être pourquoi ça a été si difficile de fédérer des radios autour d'un projet de régie et quelles difficultés tu rencontres aujourd'hui? Est-ce que ça va enfin démarrer? La difficulté, c'est le temps. Tu peux peut-être juste présenter la régie. Ouais, du coup, en fait, ça s'appelle Global Media Radio. C'est une régie qui a été fondée par le SNRL. Donc, pour être actionnaire, alors, du coup, c'est une SAS, donc c'est une société à action simplifiée. Il faut que les radios soient actionnaires de la structure pour monter au capital de 300 €. C'est-à-dire qu'elles mettent 300 € dans un pot et si elles partent, elles récupèrent leurs 300 €. Si on n'a pas coulé la boîte, en gros. Le but, c'est surtout d'avoir des pubs en national. Moi, je veux vraiment essayer d'avoir de la communication étatique. Les France Service, les France Connect, on est au plus près des territoires. Je sais que, par exemple, sur les publics seniors, nous, clairement, on a une radio proche de chez nous. Les petits vieux, ils écoutent que cette radio et c'est vraiment, ils vont pas sur Internet, ils vont pas sur Facebook, ils n'écoutent pas d'autres radios. C'est vraiment leur fenêtre sur la vie, c'est cette radio. Donc, si ça, c'est à destination d'eux pour France Connect, France Service, ou le but de les accompagner dans leur démarche administrative, il faut qu'ils aient l'information que ça existe. Donc, de passer sur ces radios qui sont totalement marginalisées, puisque en fait, on ne les voit pas dans les sondages forcément médiamétrie, elles sont vraiment rurales. Donc là, le but, c'est de se fédérer. On est évidemment plus fort quand on est nombreux. Et aussi simplifier la chose. C'est-à-dire pour que la personne qui va venir, l'annonceur, au lieu de passer auprès de 60 radios, nous on en a 60 radios, c'est d'avoir un interlocuteur, parce que ça prend du temps de faire le démarchage, d'échanger avec le client, parce qu'évidemment, on a des propositions, mais d'abord, on écoute ce que le client a besoin avant de lui faire une proposition. Ensuite, il faut produire le spot, s'il est à produire, soit le récupérer, et il faut l'envoyer aux radios adhérentes, enfin radios actionnaires. Ensuite, une fois que les radios l'ont reçu, il faut vérifier qu'elles l'ont bien reçu, parce qu'évidemment, les radios associatives, on ne sait pas qui va recevoir le spot, est-ce qu'on a le bon mail, etc. Donc, la première fois, il a fallu rappeler les 50 radios qui avaient été mis dans le premier package le matin. Vous avez bien reçu le spot, etc. Bon, à terme, on va développer des outils pour que ça soit plus simplifié, mais on y va progressivement, pas à pas. La structure était vraiment faite un peu à l'ancienne, c'est-à-dire avec du papier. On avait des classeurs. Là, on a tout mis en numérique. On est parti sur un système d'Olibar, qui est un système en ligne de gestion des prospects, des clients, des fournisseurs. Et on veut faire d'autres outils. Alors, on a commencé également à faire de la communication, parce qu'il fallait aussi faire des plaquettes. Rien que de faire une plaquette, ça prend du temps. Là, la plaquette, les actionnaires ne l'ont pas encore vue. Mais quand ils vont le voir, ils vont me dire « ma radio, elle n'est pas au bon endroit, etc. » Donc, quand il y a 100 radios ou 50 radios, ça prend du temps. Et je suis bénévole. Est-ce que ce que tu décris là ressemble quand même étrangement à la création des indés radios? En fait, on se rend compte que finalement, la communication, notamment il y a 20 ans de décalage. Ouais, mais nous, on partira vraiment sur la communication sociale de proximité. Enfin, clairement, pourquoi on a continué de faire du travail pendant le Covid? Pourquoi on n'a pas eu les campagnes étatiques sur la prévention sur le Covid? On a vu que c'était le deuxième annonceur aujourd'hui sur les radios privées ou radios nationales. C'est des sommes énormes. Pourquoi nous, qui avons fait le travail, qui avons maintenu les antennes, pourquoi on n'a pas ce petit bout de part de gâteau? En plus, c'est pas du tout une déformation du système, le système de publicitaire. En fait, on ne défend pas le marché, puisque nous, on est vraiment à la marge. Mais il faut que les collectivités
prennent ça en charge. Alors en plus, ce qui est intéressant, c'est que si on a plus d'argent, peut-être qu'on demandera peut-être moins de subventions, on se prendra peut-être moins la tête à faire des dossiers de subventions. Voilà, c'est aussi un cercle vertueux. Les radios, elles ne veulent pas forcément toutes devenir des radios multidépartementales avec 10 salariés. Chacun choisit le format de sa propre radio. Il y a 2 thématiques qu'on retrouve dans tous les événements radio. Ici au Paris Radio Show, c'était le cas au Radio des Europes il y a quelques temps, c'est les podcasts et l'audio digital qui sont des sources de revenus. On a entendu Koé en parler longuement, qui sont des sources de revenus de différentes manières pour les radios, soit à travers le sponsoring, soit à travers la production de podcasts pour des entreprises. Les radios associatives sont extrêmement bien positionnées pour se lancer sur ce marché, puisque vous avez des ressources humaines que les radios commerciales n'ont peut-être pas pour produire toutes sortes de séries de podcasts et qui peuvent être une vraie source de revenus. D'ailleurs, un certain nombre de radios associatives se sont lancées sur le podcast. Est-ce que vous avez déjà démarré et je crois que ça sort aussi du champ du FSER ou pas ça? Alors, ça dépend. Alors, si c'est pas diffusé à l'antenne. Si c'est pas diffusé à l'antenne, oui, tout à fait, c'est de la production. Donc, oui, tu peux le sortir de l'assiette. Moi, je donne juste un chiffre. L'an dernier, mois de juin, le conseil départemental de Seine-et-Marne nous appelle. Bonjour, on voudrait faire une série de 10 podcasts immersifs de 10 lieux culturels et touristiques à visiter en Seine-et-Marne pendant l'été en multidiffusion. On a gagné 10 000 € pour faire ça. Je donne juste un chiffre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les collectivités, les premières qui ont du budget pour les podcasts, c'est les collectivités. Aujourd'hui, on avait livré ces podcasts en 2 versions, 1 minute pour diffusion à l'antenne, 5 minutes pour diffusion sur leur support à eux. Ils voulaient un truc immersif. On rentre dans le château de Fontainebleau, on entend la grille du portail. Enfin, un truc vraiment hyper bien produit. Et en plus, nos producteurs se sont éclatés à le faire. Parce que faire du podcast et faire de la prod, en podcast, ça rappelle l'époque où on produisait des émissions immersives de 30 minutes. On partait avec le Nagra et on captait tous les sons. On revient à ça. Donc oui, les podcasts, aujourd'hui, il faut y aller. Par contre, je suis assez sceptique sur la diffusion à l'antenne de tout et n'importe quoi en termes de podcast. Là, je suis un peu plus sceptique. Là, on parle vraiment de production, de diversification. Il faut le faire. Puisqu'a priori, le podcast, c'est pas fait pour être diffusé. Il demande les deux. C'est pour ça que je le dis. Tu peux avoir une partie diffusion antenne et derrière. Parce qu'en fait, il y a les podcasts conversationnels. En fait, c'est surtout ça, souvent qui est mis en avant. Nous, là, on a eu une demande d'une mutuelle qui ont produit des podcasts sur la solidarité. Clairement, c'est ce qu'on peut produire sur nos radios en contenu habituel, quoi. Juste à la fin, il y a juste ce programme a été présenté par Essentiel Magazine. Voilà, ça c'est le genre de choses que nous on peut. Alors en plus, il y a 2 choses, c'est qu'on peut produire avec la marque pour une diffusion pour eux, mais aussi on peut aussi produire en marque blanche, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la marque et nous on le diffuse. S'il n'y a pas de et derrière il y a un conventionnement comme si on avait fait une action pour le FSER et donc ça rentre aussi dans nos activités lambda. Là, c'était vraiment du rédactionnel journalistique. Je pense qu'il y a énormément de contenu dans les radios associatives qui pourraient être transformés en séries de podcasts. Vous l'avez compris dans le discours de Koé avant, si vous l'avez écouté, les podcasts intemporels sont de vraies mines de revenus à terme, parce qu'un podcast intemporel, on pourra le réécouter dans 10 ans ou dans 15 ans, et il pourra toujours générer des revenus de sponsoring d'une manière ou d'une autre. Donc, partout, on entend maintenant dans les événements radio, il est important de commencer à constituer votre catalogue de podcasts. Et plus vous aurez de catalogues de podcasts intemporels, mieux ils seront rangés, organisés, accessibles, référencés. Ça peut générer une sorte de revenu comme si vous aviez placé de l'argent à la banque et qui génère des intérêts à vie, quoi. Prenez conscience de ça. Et ce que je voudrais rajouter sur les podcasts, c'est que le potentiel vous parlez des institutionnels, des collectivités locales, mais une entreprise métallurgique à côté de chez vous, qui n'a rien à faire sur la radio, qui n'a aucun intérêt à diffuser quoi que ce soit sur la radio, elle peut avoir besoin d'une série de podcasts pour raconter son histoire, pour mobiliser son personnel, pour communiquer sur son activité, voilà. Le potentiel est illimité. Et elle peut le faire dans un acte de mécénat. Et en plus. Et le podcast vient en contrepartie. Voilà. Et puis, ce que la radio associative, il y a une chose qu'on ne dit pas, elle a une obligation, une notion, une mission d'intérêt général. Donc, on n'est pas dans le quanti, on est dans le qualitatif. Et elle a un devoir de mémoire aussi pour les personnes qui vivent sur ce territoire. Et on ne peut pas forcément parler de droit culturel,
Mais il ne faut pas les oublier. La radio associative, elle a une mission presque obligatoire, en tout cas une responsabilité de favoriser la relation entre les personnes. Et le podcast, pour ça, dans un acte de mécénat ou dans un acte de sponsoring ou d'achat qui peut être acheté et commercialisé, là, le mécénat porte tout son sens aussi. Du coup, la problématique, c'est qu'en fait, les radios associatives ont toujours été les premières à faire des choses, mais quand il n'y avait pas d'argent. C'est-à-dire qu'on a fait de l'éducation média quand il n'y avait pas d'argent. Maintenant, il y a de l'argent, il y a d'autres acteurs qui viennent croquer le gâteau. Et en fait, une fois qu'il y a de l'argent, nous, on n'arrive plus trop à... Voilà, on se fait bouffer parce qu'on a d'autres choses à faire. On fait de la radio au quotidien, il faut faire le ménage à la radio, etc. Et pareil, du coup, pour le podcast, c'est que le podcast, en fait, on en fait depuis longtemps. Des séries longues sur des entreprises, on les a fait bien avant. Et maintenant qu'il y a un financement, en fait, on va être un petit peu à la ramasse parce que pour plusieurs choses. Déjà, en fait, on ne sait pas combien on doit se vendre. On a un problème de méconnaissance un peu du marché. La difficulté sur la publicité, c'était de savoir à combien je vais vendre ma pub. Est-ce que je la vends trop cher? Est-ce que je la vends pas assez cher? Donc, vu que c'est pas notre secteur commercial, ça, c'est vraiment une méconnaissance. Savoir combien ça coûte de créer un podcast, combien on va facturer la journée. Et tout ça, en fait, les radios associatives, elles ont un peu de mal à mettre une valeur financière face à un acte. Ouais. Bon, alors les podcasts, il y a podcasts et podcasts. Il y a des podcasts très simples et puis il y a des podcasts très sophistiqués qui évidemment ont des valeurs et des coûts de production qui sont différents. Tu voulais rajouter quelque chose ? Non, je voulais juste te dire que, tu l'as rappelé il y a 2 minutes, l'ADN de nos radios associatives, c'est la communication sociale de proximité. Quand on a dit ça, on se pose également, ça ne veut pas dire que la communication sociale de proximité doit empêcher la réflexion sur le modèle économique. C'est pas parce qu'on fait de la communication sociale de proximité qu'on doit faire des trucs amateurs, que ça doit sonner amateur. Et plus vous sonnerez pro et plus la communication sociale de proximité que vous faites dans votre radio et vos actes militants sonneront pro à l'antenne, plus vous trouverez du financement parce que vous allez développer de l'audience. Et si vous développez de l'audience, vous intéresserez ceux que vous voulez aller intéresser. Les salles de concert de musique spécialisée, les mécènes demain, les annonceurs privés comme nous, on le prévoit. Donc, la communication sociale de proximité, vous pouvez le faire de sorte de créer ce fameux écosystème. Et d'une chose, j'y pensais tout à l'heure, je me suis amusé une fois à compter le nombre de ressources, de lignes, de ressources prévues dans la fiche 4 du fonds de soutien. C'est-à-dire, vous avez une fiche, c'est la Bible de la ressource. Si vous dites, tiens, je vais diversifier, mais comment je peux faire? Vous sortez une fiche 4, vous regardez tout ce qu'il y a dessus. Franchement, il y a déjà de quoi faire. Mais vraiment, je l'ai compté, je crois que c'est plus de 20 ou 25 ressources différentes. Ouais, ça c'est une astuce, hein. Justement, il faut bien savoir dans quelle ligne on les met. Parce qu'il y a des radios qui mettent tout dans la même ligne. Et en fait, on se rend compte que finalement, non, il faut voir avec son comptable que voilà, il y a des choses qui vont dans chaque ligne. La ventilation comptable et la facturation est très très importante dans ce que vous valorisez parce que ça va plus ou moins avoir d'impact sur ce que vous allez faire dans votre fiche 4 et ce que vous pouvez sortir de cette assiette de calcul. Ça, c'est hyper important. Effectivement, il faut un comptable qui est formé, qui connaît. Dernière question avant d'arriver sur la conclusion de cette table ronde. L'audio digital. Est-ce que les radios associatives sont présentes d'une manière ou d'une autre sur l'audio digital? Est-ce que tous ces podcasts que vous pourriez produire et donner et distribuer sont monétisés? Il y a des solutions, il y a plein d'acteurs qui sont ici. Vous avez Shotcast, d'autres dont le métier est de monétiser des podcasts. Vous pouvez le faire vous-même en manuel, comme on dit, ou le laisser en programmatique. C'est aussi une source de développement. Il n'y a pas de raison que les radios associatives n'aillent pas sur ce terrain-là. Est-ce que vous avez des exemples? Est-ce que chez vous, il commence à y avoir des sources de revenus de cet ordre-là? Nous, en fait, on commence à sentir des demandes de gens qui veulent produire un podcast. Après, quand on a dit ça, la personne, en général, finalement, quand on lui explique ce que c'est qu'un podcast, je veux dire, demain, si je vais faire une série de 5 podcasts sur l'entreprise du coin dans la métallurgie, même si je le publie chez Apple Podcast demain, je ne suis pas sûr de l'audience. Donc, en fait, on a converti ce qu'on faisait en publi audio reportage à l'époque, qui a toujours existé. Vous aviez, je ne sais pas, 1 minute consacrée à comment entretenir votre bagnole, et puis une fois, vous le vendiez à tel concessionnaire, et puis le lendemain à l'autre. C'est grosso modo, le podcast, il vient de là. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Les radios associatives ont toujours produit des émissions longues, des émissions un peu concept comme ça. Donc, le podcast, c'est l'héritage de ça. Aujourd'hui, si on voulait publier sur les grosses plateformes de podcast, il faudrait qu'on crée des contenus spécifiques pour ça. Les demandes aujourd'hui sont plus externes de sociétés qui nous disent « Moi, je veux ma série de 5 podcasts.
tu parlais tout à l'heure des différents acteurs qu'on peut aller voir. GRDF, par exemple, nous en Seine-et-Marne, nous a contactés pour avoir 5 podcasts sur la culture interne de l'entreprise, etc. Mais c'est pour leur diffusion à eux. On ne le publiera pas sur une plateforme, c'est uniquement pour eux, quoi. Et on ne le publiera pas et on ne le diffusera pas non plus à l'antenne. Et les web radios, qui peuvent être aussi des sources de revenus, c'est aussi une tendance. Toutes les radios développent des web radios, je dirais des déclinaisons de leur marque sur le web, ce qui maintenant est de plus en plus facile à faire et qui peut générer aussi des revenus publicitaires sur l'audio digital. Nous, on se concentre sur les choses qui rapportent. Tout simplement parce qu'on n'a pas les moyens humains pour gérer. Déjà, on se concentre sur l'antenne. Le principal, c'est l'antenne. Déjà, ça prend du temps d'écouter les titres, de les rentrer en prog, de voir s'ils sont bien codés, s'ils sont bien nommés, etc. On avait réfléchi un petit peu à faire des web radios. Surtout que nous qui sommes musique actuelle, on pouvait faire des web radios reggae, metal, etc. Sauf qu'évidemment, ça demande du temps et il faut que ça soit bien fait. Il faut faire tourner des ordinateurs. Donc, on n'a clairement pas le temps. Et surtout, entre le temps posé et l'argent qui va rentrer, ce n'est pas du tout intéressant aujourd'hui. Voilà. Et pareil pour les commerciales. Tu disais, il faut un commercial. Nous, on ne va pas prendre un commercial qui va aller chercher de l'argent pour payer son salaire pour en plus nous pourrir l'antenne avec de la publicité. Donc, en fait, il faut trouver un juste équilibre parce qu'évidemment, les gens ils nous disent à chaque fois c'est la publicité qu'ils n'aiment pas sur les radios. Donc, il faut trouver un juste équilibre pour que ça rapporte. Mais il faut trouver le gap en fait. C'est comme quand on embauche, il faut trouver vraiment un moment où on a de l'argent pour pouvoir prendre un pari sur quelqu'un ou prendre un pari sur... Voilà, mettre en route, ouais. Et des fois, on ne l'a pas. Des fois, on finit des années, on est à moins 1000. L'année suivante, on est à plus 7000. Enfin voilà, on a un équilibre qui est un peu précaire. Pour terminer, est-ce qu'il y aurait d'autres sources de revenus significatives ou en développement qu'on n'aurait pas évoquées dans cette table ronde ? Alors, ça va faire un peu faillot, mais je trouve que ce que toi, à ton niveau, tu peux nous proposer à nos communs, mais je vais te prendre un exemple. La dernière formation que tu as fait avec nous, là, à Vosges FM, on a vendu, pas plus tard qu'hier, une émission à l'occasion de la semaine de la propreté. Alors, comme ça, c'est pas glamour, mais on a trouvé une boîte qui vient nous parrainer une émission sur laquelle on va donner des astuces sur comment fabriquer soi-même sa lessive, comment à la maison je rends ma maison plus propre, comment je lutte contre le Covid efficacement, etc. Et tout. Donc, on a développé un concept d'émission autour de ça. Et donc, n'oubliez pas que plus vous créerez des programmes différents, que vous diffusez ou pas à l'antenne, plus vous allez intéresser des gens. Et ça, il faut se dire que des programmes sur mesure comme ça, les consoeurs des catégories B et les réseaux ne le feront pas. Ils ne le feront pas parce que ce n'est pas leur cheval de bataille. Et on ne peut pas tous faire la même chose. Donc, créez des contenus que vous diffuserez ou pas sur votre antenne, mais créez des contenus et allez les proposer au parrainage, à des collectivités, à des enseignes privées. Aujourd'hui, on est dans une société où les gens ont besoin de contenu. Une société a besoin de contenu pour ses réseaux sociaux. Donc, on est dans la société du contenu. Donc, nous, Radio Associative, on sait le faire. On l'a toujours fait. Maintenant, faisons-le pour notre antenne et vers l'extérieur. Et ça vous rapportera de la diversification, enfin, je pense. C'est vrai que vous allez croire qu'il nous a payé pour ça, mais c'est vrai que du coup, je suis également une formation à distance de Michel. Stop. Mais non, mais juste pour dire, juste l'avantage, c'est vrai que l'avantage de cette formation, c'est que moi, elle me permet de découvrir plein de secteurs où j'aurais jamais pensé. Un truc tout bête sur la période des crêpes, là, la Chandeleur. J'aurais jamais pensé qu'il y avait des gens qui vendaient des podcasts à des moulins. En fait, c'est quelque chose. Oui. Voilà. Et en fait, c'est ça le problème qu'on a, c'est aussi il faut savoir ce qui se passe autour de nous. On va pas forcément l'utiliser, mais il faut un maximum d'informations pour que le jour où on a l'opportunité, on rencontre la bonne personne. Parce qu'évidemment, c'est pas prendre son téléphone et l'appeler. Souvent, c'est des rencontres dans des apéros, dans des réunions, dans des interviews qui font qu'on a du business derrière. Et ben à ce moment-là, on va se dire en fait, finalement, ça se fait ailleurs et je peux le refaire chez moi. Et je prends juste un autre exemple parce que le premier exemple que j'ai pris était très très commercial. On a vendu la même semaine, à l'occasion de la semaine sur la sécurité et le bien-être au travail, une émission à l'association du coin, à la médecine du travail, une émission en direct de chez eux où on va parler bien-être au travail, avec du témoignage, des psychologues, etc. Donc les gens ont du budget quand vous créez des contenus. Bon. Moi, je pourrais dire dans l'action de mécénat, là, on est toujours dans cette action philanthropique, on parle de coopération. Et je reviens encore à la genèse, à l'ADN d'une association. Elle est d'intérêt général. Elle a un devoir de mixité, de proximité, d'accessibilité. Et dans la coopération avec les jeunes, la transmission, avec nos aînés qui sont en maison de retraite, il est aussi un excellent levier pour diversifier des ressources par de la coopération où ensemble on travaille sur un sujet. Et techniquement, j'invite, moi, pour conclure, toutes les associations radio-associatives présentes ici à ouvrir un compte Hello Asso sans penser stratégie. Et en deuxième point, vous avez deux leviers extraordinaires. Le premier,
c'est votre média. Le second, c'est vos adresses mail. On est tous blindés de mails, c'est chronophage, c'est stressant. Et ben, rajoutez juste en bas une petite ligne comme quoi vous avez un lien pour faire un don directement sur votre site internet. Et là déjà, vous allez comprendre la capacité aussi du public, notamment comme tu dis, qui est demandeur, qui veut vous soutenir, parce qu'il ne faut pas oublier que vous êtes un repère pour les personnes sur le territoire. Alors, à vous la parole. Est-ce que vous auriez des questions, des réactions, des précisions? Est-ce qu'on a des micros pour les invités? Pour tendre le micro. Oui. Allez-y, parlez bien près du micro. Oui, bonjour. J'étais interpellée par... Plus près du micro encore, s'il vous plaît. C'est bon, ouais. Parce que vous dites autour du contenu, enfin, c'est tout à fait logique. Est-ce que justement, dans cette logique de contenu et de cette proximité avec le public, vous associez aussi d'autres médias? La PQR par exemple, ou des télévisions locales, est-ce qu'elles jouent le jeu? Est-ce que ça, dans votre stratégie ou de mécénat ou de développement commercial ou de contenu, c'est quelque chose auquel vous avez pensé, presque plus que les réseaux sociaux qui sont finalement plus la promotion de votre contenu, voilà. Alors, je parle pour mon cas sur les deux stations. On voudrait bien. On voudrait bien aujourd'hui bosser avec la PQR en Ile-de-France, c'est que le Parisien, donc c'est compliqué, mais en tout cas les hebdos, on a 2 hebdos en Seine-et-Marne, on voudrait bien bosser avec eux, mais impossible. Et dans les Vosges… Pourquoi impossible, pardon? Parce qu'ils nous voient comme des concurrents en info locale. En fait, je pense que la presse écrite locale n'a encore pas compris où elle allait. En tout cas, moi, ce que j'observe. Alors après, j'ai l'autre exemple dans les Vosges où on a un quotidien très fort qui est Vosges Matin, qui est vraiment un truc que les gens lisent, qui va très bien. C'est un des quotidiens qui va le mieux en France et qui gagne des abonnés tous les ans. Ils nous voient aussi comme des concurrents jusqu'au point de nous interdire dans leur journal de prendre un encart pour dire « écoutez l'info locale sur Vosges FM ». Alors, on a discuté un petit peu avec eux, on a été partenaire de lancement de leur nouvelle formule. Donc, on organise des opérations avec des choses à faire gagner, etc. Et tout, mais ils ne veulent absolument pas qu'on mette en avant l'info locale. Donc, le partenariat, il se limite là. Et pour la télé locale dans les Vosges, on voudrait bien, parce qu'on a une très belle télé dans les Vosges qui s'appelle Vosges Télévision, qui est une télé historique et qui fonctionne très très bien sur le hertzien. Malheureusement, le concurrent commercial est actionnaire et donc fait en sorte qu'on ne puisse rien faire avec cette télé locale. On s'entend très bien avec eux, on discute avec eux, mais on voudrait bien parce que je disais tout à l'heure, 1 euro dans la radio, c'est 1 euro dans une radio, c'est 1 euro dans la radio. Là, il faudrait effectivement que tous les médias locaux s'entendent pour effectivement lutter contre ce qui leur tombe dessus. Et oui, la synergie, elle est possible. Nous, en tout cas, on le souhaite. En fait, moi, je suis en Picardie, du coup, c'est le Courrier Picard, c'est le groupe Rossel. Souvent, c'est des groupes. Le problème, c'est qu'en local, ça se passe très bien. Mais du coup, au siège, c'est là où ça… Alors, surtout, le groupe Rossel a Contact FM aussi. Donc, ils ont aussi leur radio. Nous, les trucs qu'on fait en local un petit peu avec les journalistes en locaux, c'est que quand il y a des interviews, genre là, législatives, on leur propose de participer au débat. Nous, on propose des siestes musicales et dans la plaquette que j'ai faite, j'ai également proposé un kit pour les gens qui vont prendre la sieste musicale pour qu'il y ait une communication sur ma radio, mais également sur la PQR avec un encart. Donc, j'ai pris tout simplement les chiffres de l'encart. Donc, je viens un peu le commercial de ce journal. Et voilà, de pouvoir avoir de la radio, de la presse écrite, mais on travaille très peu avec eux. Malheureusement. Et alors moi, je reviens à ma terre bretonne. On est dans une dynamique complètement différente. Il y a une fierté et un partage d'identité ouverte, bien sûr, sur le monde. Et la PQR, les radios, les médias télé travaillent bien sûr tous ensemble, aussi bien dans les contenus, dans la rédactionnelle, que dans les régies. Et on prend le groupe Ouest France. Oui, alors on est podcast pas encore, mais beaucoup plus sur le partage de communication. De tous les médias confondus, ils travaillent déjà beaucoup ensemble, et parce qu'il y a des médias intermédiaires qui sont pour beaucoup des événements, des festivals et autres, qui permettent aussi de se rencontrer tous ces médias et de travailler ensemble sur un même projet. Est-ce que vous auriez encore une petite dernière question? Oui. Ouais, je pense qu'il faudrait quand même penser, je suis François de Radio Pluriel à Lyon. Je pense qu'aujourd'hui, comme vous l'avez signalé il y a très peu de temps, les recettes publicitaires sont en berne dans les radios commerciales, de plus en plus après le Covid. Pas forcément. Ah bon? Non, je peux vous dire que je peux vous dire que 95% des radios avec lesquelles je travaille et que celles que j'ai rencontrées aujourd'hui font un excellent premier semestre, bien meilleur que 2019, ont rattrapé 2019. Donc ça, c'est pas vrai. D'accord. Ok. Ah donc c'est pas forcément. Alors il n'y a pas très longtemps là.
Parce que non, elles ont subi 2020 et 2021 comme tout le monde, mais depuis le début de l'année, la grande majorité des radios commerciales font même un bon carton, je vous dirais. Sur le premier trimestre, en tous les cas, qui n'ont pas été dépensés. Premier trimestre, un carton. Mois d'avril, un peu plus chaotique. Mois de mai, un peu mou. Mais globalement, les 5 premiers mois de l'année sont pour beaucoup de radios commerciales meilleurs que les mêmes mois de 2019, qui était une bonne année. Et c'est tant mieux, tant mieux. Pour revenir au modèle de la radio associative aujourd'hui, puisque moi, on en fait partie, nous, avec Pluriel, je pense que quelques radios associatives en France n'ont pas forcément compris qu'aujourd'hui, une radio associative se gère comme une entreprise. Alors, on n'est plus dans les années 80 où on a des modèles qui étaient différents. Et qui dit forcément économiquement, il y a d'autres solutions. Moi, je sais qu'on a adapté sur Lyon, et même les radios commerciales l'ont adopté il n'y a pas très longtemps. Ah oui, ils n'en faisaient pas. Ils font ce qui s'appelle, on crée un département événementiel à côté. Et vendent du studio aux collectivités, vous en parlez tout à l'heure, font du studio radio aussi auprès des collèges, des lycées, travaillent avec le rectorat, avec le ministère de l'Éducation nationale. Et ça se fait de plus en plus, c'est important. On parlait tout à l'heure justement du rescrit fiscal aussi. Avec nos propres adhérents, on a proposé justement un rescrit fiscal. Au lieu de donner aux impôts directement, on fait un don à la radio. Un reçu fiscal. Oui. La rescrit, c'est la demande à l'administration. Le reçu, c'est le petit papier. Bien sûr, on fait un reçu fiscal. Mais bon, voilà, c'est des choses qu'on ne pense pas forcément. Complètement. Et c'est vrai que depuis. Ça génère de l'argent. Ça génère de l'argent. Depuis 2013, le SNRL et JetFM se sont associés justement pour. Et ça, c'est une chance parce que toutes les associations ne l'ont pas. Aujourd'hui, toute radio associative est d'intérêt général, a ce caractère culturel et donc est éligible au mécénat. Donc même une association, une radio associative qui s'ouvre demain n'est pas obligée de faire la demande de rescrit fiscal. Là, c'est de vérifier auprès de l'administration qu'elle est bien d'intérêt général. Donc aujourd'hui, il y a un levier extraordinaire qui permet de fédérer les personnes autour du projet, qu'il ne faut pas hésiter en effet à travailler. Et comme une entreprise. Il nous reste très peu de temps. Je crois qu'il y avait une intervention. Quelqu'un veut intervenir? Alors, moi, c'est intéressant parce que j'ai une radio associative et je travaille dans la monétisation des radios digitales. Donc, j'ai les deux. Donc, pour le côté radio associatif, est-ce que vous faites des redevances? Parce que nous, on a fait, ça marche très, très bien. Elle est en Belgique, ta radio associative. Exactement. Oui. Donc, on a fait des redevances où les gens peuvent donner 1 €, 5 € avec une solution technologique. Et ils sont contents de soutenir leur radio et c'est une application Stripe et ça débite 5 € tous les mois et donc c'est subventionné et ça trouve quelques milliers, 5 000 € par mois en plus, ce qui est conséquent et c'est vraiment je sais pas si vous faites ça. Et au niveau professionnel, puisqu'on monétise les radios et on crée des radios digitales, la nuit. Est-ce que vous monétisez la nuit? Est-ce que vous monétisez vos agrégateurs? Est-ce que c'est peut-être 500, 600, 700 € en plus par mois? Ça, c'est des choses. Est-ce que c'est des choses que auxquelles votre régie a pensé? Alors, je vais peut-être pas vous laisser le temps de répondre parce que Nicolas m'a fait signe, c'est terminé, on a déjà dépassé, ça fait plus d'une heure. Et la réponse est non. Je vous invite à nous contacter pour qu'on puisse laisser la place à la conférence suivante. En tous les cas, je vous remercie beaucoup de votre participation. Merci Michel. Merci à vous et bonne continuation. Au revoir. Paris Radio Show. Audio, musique, podcast.